Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet particulièrement complexe, les perspectives sur la sécurité en Méditerranée en ce début d'année 2026. Bonjour. Oui, nous allons examiner les événements marquants de ces 2 dernières semaines jusqu'à ce lundi 9 février. Et la question qui se pose, elle est assez directe. La Méditerranée est-elle en train de se stabiliser ou, au contraire, de devenir une poudrière encore plus imprévisible? Chaque événement récent semble, disons, ajouter une pièce au puzzle. Tout à fait. Et précisons que cette analyse est rendue possible grâce au soutien de ProWave AI. Elle est générée à partir des sources compilées par Stylo News, l'application d'actualité alimentée par l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant avec Stylo News, c'est que c'est la version grand public d'un logiciel, Stylo Intellops, qui est normalement utilisé pour des opérations gouvernementales militaires. Leader mondial. Alors pour tenter de répondre à notre question, commençons peut-être par la Libye. Le pays a encore été secoué par un événement majeur tout début février. L'assassinat de Saif al-Islam Kadhafi à Zintan. C'est ça. Pour beaucoup, c'est un nom qui appartient un peu au passé. Alors pourquoi la disparition de cet homme qui, n'avait plus aucun rôle officiel, est-elle si déstabilisante aujourd'hui ? C'est une excellente question, parce qu'elle touche vraiment au cœur du problème libyen. Saif al-Islam, ce n'était pas un simple citoyen. C'était le dernier fils de Kadhafi, encore présent, et disons politiquement actif en Libye. Il y avait encore une forme de symbole. Absolument. Pour une partie de la population, pour certaines tribus, il incarnait une sorte de continuité, une potentielle figure de ralliement contre la fragmentation actuelle. Sa mort, c'est la fin d'une époque, d'un point de vue symbolique. D'accord. Ça élimine une option du jeu politique. Et dans un pays déjà divisé entre deux gouvernements, à Tripoli et Benghazi, contrôlés par une mosaïque de milices, ça ne fait que rajouter de l'incertitude. Et du chaos. Et c'est là que ça devient complètement contre-intuitif. Le pays est au bord de l'implosion. La situation est plus précaire que jamais. Et pourtant, les sources nous parlent d'un regain d'intérêt spectaculaire de la part des plus grandes compagnies pétrolières. BP, Eni, Shell, Chevron, ils sont tous là. Comment on explique ce paradoxe ? Le calcul des compagnies pétrolières est très différent de celui des diplomates. Elles raisonnent sur le long terme, avec une tolérance au risque qui est extrêmement élevée. Ah oui. La Libye, il ne faut pas l'oublier, possède les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique. Un pétrole de très haute qualité, très facile à raffiner. C'est le jackpot géologique en quelque sorte. Donc leur pari, c'est que le chaos est gérable. C'est ça. Elle négocie avec les milices qui contrôlent les terminaux, elle paye pour la sécurité et elle s'assure que le brut continue de couler. C'est une sorte de privatisation de la diplomatie et de la sécurité sur le terrain, en fait. En quelque sorte, oui. Le partenariat entre la National Oil Corporation libyenne et un géant comme Baker Hughes le montre très bien. L'objectif, c'est d'atteindre 2 millions de barils par jour d'ici 2028. C'est énorme. Et le forage en eau profonde qui reprend ? Exactement, dans le bassin de Sirte pour la première fois en 17 ans. C'est un signal très, très fort. C'est un message qui dit « peu importe qui gouverne, le business continue ». Le vrai problème, et c'est ça qui rend la situation explosive, ça reste la répartition de l'argent. Chaque faction veut sa part, et c'est pour ça que la production est si souvent interrompue. Et cette instabilité en Libye, elle ne reste pas confinée à ses frontières. Elle déborde littéralement en mer. C'est là qu'on retrouve la conséquence la plus visible et la plus tragique. La crise des migrants. Exactement. Les côtes libyennes et tunisiennes sont devenues la principale porte de sortie. Et le drame a pris une nouvelle dimension fin janvier avec le cyclone Harry. Plusieurs embarcations ont fait naufrage. Les premiers chiffres étaient déjà terribles, on parlait de 380 disparus. C'est ça. Mais une ONG, Mediterranean Saving Humans, a très vite contesté ce bilan. Pour l'aggraver, j'imagine ? Oui, ils ont avancé une estimation beaucoup plus sombre, d'environ 1000 personnes portées disparues, et ils accusent directement l'Italie et Malte d'une réponse, je cite, totalement inadéquate. Et cette accusation, elle résonne d'une manière particulière en ce moment à cause d'un autre événement. Oui, le procès de Crotone. Ce procès en Italie, il ne concerne pas ce dernier naufrage, mais celui de Cutro en 2023. 6 responsables de la police et des gardes-côtes sont sur le banc des accusés. Pour négligence, oui. Dans un drame qui avait coûté la vie à au moins 94 personnes, dont 35 enfants. On a vraiment l'impression que c'est toute une politique européenne qui est jugée à travers eux. C'est ça l'impression que ça donne, oui. Tout à fait. Ce procès met en lumière un changement de doctrine en Europe. On est passé d'une logique de sauvetage en mer à une logique de surveillance et, disons, d'externalisation. C'est-à-dire ?
L'agence Frontex, par exemple, utilise massivement des drones, des avions, mais selon plusieurs rapports, les informations servent moins à organiser des sauvetages européens qu'à guider les interceptions par les gardes-côtes libyens ou tunisiens. L'idée, c'est de voir sans secourir. C'est un peu ça, oui. Et de renvoyer ces personnes dans des pays où leurs conditions de détention sont, d'après de nombreuses ONG, catastrophiques. Le problème est donc systémique, et il ne se limite pas à la Libye. J'ai vu que les sources du réseau Soldat, Safety Network, révèlent autre chose. Oui, elles montrent que Le Caire, en Égypte, est devenu une plaque tournante pour le trafic de Somaliens. Des réseaux très organisés les acheminent jusqu'en Libye, d'où ils vont tenter la traversée. Ça montre l'ampleur et la sophistication de ces réseaux. Alors, pendant que l'Europe se débat avec les conséquences de cette instabilité, d'autres acteurs de la région, eux, jouent une partie d'échec géopolitique à une autre échelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, le mouvement le plus spectaculaire, le plus inattendu de ces dernières semaines, il vient de Turquie et d'Égypte. Absolument. Le 4 février, le président Erdogan était au Caire. Une visite historique. Et elle s'est conclue par la signature d'un accord-cadre militaire. Sur le papier, c'est un séisme diplomatique. Ah oui, ça met fin à une décennie d'hostilité, de guerre froide entre les deux depuis 2013. Exactement. Hostilité ? C'est la grande question. L'accord parle de coopération sur les frontières maritimes, la sécurité, l'énergie. Si la Turquie et l'Égypte, deux des plus grandes puissances militaires de la région, commencent à s'aligner, ça peut potentiellement redéfinir tous les équilibres. Notamment face à la Grèce ou en Libye. Précisément. Mais il faut rester très prudent. Pourquoi ? Qu'est-ce que les sources plus discrètes nous disent ? Elles nous disent que si les présidents se serrent la main devant les caméras, leurs alliés respectifs sur le terrain, en Libye par exemple, se regardent toujours en chien de faïence. La méfiance reste immense. Donc, une paix des dirigeants, pas encore une paix des armées. C'est ça, c'est une paix motivée par des intérêts économiques et stratégiques, mais le chemin sera long pour que ça descende sur le terrain. D'autant que ce rapprochement, il ne calme pas du tout les autres tensions. La situation entre la Turquie et la Grèce, par exemple, elle semble toujours sur le fil. C'est l'autre face de la politique turque. Alors qu'elle se réconcilie avec l'Égypte, elle maintient une pression maximale sur la Grèce. Athènes envisage d'étendre ses eaux territoriales. Et la réponse d'Ankara était immédiate. Immédiate et musclée. L'émission d'un Navtex, un avis au navigateur, qui réserve une immense zone maritime contestée pour des exercices militaires turcs pour les 2 prochaines années. 2 ans. C'est exceptionnellement long. C'est énorme. Pour se représenter la chose, c'est comme si votre voisin annonçait qu'il allait faire des travaux de démolition dans le jardin partagé tous les jours pendant 2 ans. C'est une affirmation de puissance très concrète. Et une source de tension quotidienne, j'imagine. Évidemment, la situation est si grave que des experts en sécurité israéliens, qui observent ça de très près, ont publiquement exprimé leur crainte d'un conflit ouvert. Et ça s'inscrit dans une stratégie plus large d'Ankara. Oui, la patrie bleue, qui vise à asseoir sa domination en Méditerranée et à étendre son influence en Afrique, comme le montre le récent déploiement de F-16 en Somalie. On a donc un jeu à plusieurs niveaux. La Turquie qui pousse ses pions, l'UE qui tente de gérer la crise migratoire via son opération Irini. Qui d'ailleurs a renforcé sa coopération avec l'armée libyenne, ce qui ajoute une autre couche de complexité. C'est un tableau incroyablement complexe. Et tout ça se déroule sur fond d'une autre crise, plus silencieuse, mais peut-être tout aussi profonde. La crise environnementale ? Exactement. On a parlé de géopolitique, de drame humain, mais il y a cette toile de fond. Est-ce que les acteurs de la région en prennent vraiment la mesure ? Malheureusement, les données suggèrent que non, ou en tout cas pas assez vite. On observe déjà des tendances à un réchauffement précoce cette année, et surtout, les phénomènes météo extrêmes se multiplient. On a vu ces rivières atmosphériques causer des inondations records dans le sud de l'Europe, et presque au même moment, des nuages de poussière du Sahara si denses qu'ils ont paralysé des villes en Grèce. C'est le nouveau normal climatique en Méditerranée. Et la faune marine, elle aussi, envoie des signaux d'alerte. J'ai vu passer cette histoire incroyable d'une tortue karawan. Ah oui, une étude a suivi une tortue qui a parcouru 24 000 km, une migration sans précédent. Les scientifiques y voient un signe de désorientation, probablement lié au réchauffement des eaux. C'est un indicateur parmi d'autres de la pression sur l'écosystème. Exactement. Et c'est là qu'on tombe sur un autre paradoxe. Lequel ? Celui entre la dégradation de l'environnement et les projets économiques. D'un côté, un rapport de la Banque mondiale qui vient de sortir et qui est accablant. Il chiffre à 7,2 milliards de dollars par an les pertes économiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, juste à cause de la mauvaise gestion des déchets. C'est colossal. C'est énorme.
Et de l'autre côté, vous avez la compagnie Carnival Cruise Line qui annonce, toute fière, le lancement de nouvelles croisières vers l'Afrique du Nord pour 2027. Il y a une déconnexion totale en fait. On vend l'image d'une mer d'azur, mais la réalité? La réalité, c'est celle d'un écosystème menacé par les déchets que cette industrie touristique contribue elle-même à générer. C'est exactement ça. Et on retrouve cette tension partout. Partout. Dans l'énergie, on parle d'un projet d'échange de gaz entre la Turquie et l'Italie qui impliquerait du gaz libyen et azerbaïdjanais. C'est pour sécuriser les approvisionnements, mais ça renforce aussi la dépendance aux fossiles. C'est toujours ce double visage. Toujours. Des opportunités économiques qui côtoient des risques systémiques. Et au milieu de tout ça, des pays comme Malte qui tentent de promouvoir leur culture, ou l'Italie qui accueille en ce moment même les Jeux olympiques d'hiver. Alors après ce tour d'horizon, si on revient à notre question de départ, la Méditerranée au bord de l'implosion ou d'une reconfiguration inattendue, la réponse ne semble vraiment pas simple. Non, elle est faite de nuances et de contradictions. Ce qu'on voit, c'est une région de contrastes extrêmes. D'un côté, une instabilité profonde, des crises humanitaires qui s'aggravent. Comme en Libye. Voilà. Et de l'autre, des manœuvres diplomatiques audacieuses, comme le rapprochement turco-égyptien, et une activité économique qui, elle, continue comme si de rien n'était. Chaque acteur joue sa propre partition. Et comment on pourrait résumer leur stratégie? La Turquie est clairement dans une logique d'expansion. Elle est proactive, quitte à créer des tensions. L'Union européenne, elle, semble dans une posture beaucoup plus réactive, presque défensive, focalisée sur la sécurité et la migration. Et les factions libyennes? Elles restent piégées dans leur lutte pour le pouvoir et le contrôle du pétrole. Les perspectives sont donc totalement divergentes. Pour les semaines à venir, quels seraient les 3 points à surveiller qui nous donneraient des indices sur la direction que prend la région? Je dirais d'abord l'évolution concrète du partenariat turco-égyptien. Est-ce que les déclarations vont se traduire par des actions communes? Par exemple, en Libye, ce sera le premier test. D'accord, premier point. Le deuxième? Ensuite, le verdict du procès de Cutro en Italie. Il aura une portée symbolique et politique immense. Il pourrait forcer l'Europe à revoir ou au contraire à durcir sa politique migratoire. Et le troisième point? Le troisième, c'est le thermomètre de la production pétrolière en Libye. Toute interruption majeure sera le signe d'une reprise des conflits. Tout progrès vers l'objectif des 2 millions de barils sera paradoxalement un signe que les arrangements locaux tiennent, même sans état fonctionnel. C'est un indicateur clé de la stabilité de façade du pays. Voilà. On a donc vu une Europe qui se focalise sur la migration, une Turquie qui se concentre sur son influence, et des compagnies pétrolières qui misent sur le profit. La question qui reste en suspens, c'est peut-être de savoir qui se préoccupe de la Méditerranée elle-même en tant qu'espace commun. Le plus grand risque, ce n'est peut-être pas un conflit, mais l'effondrement silencieux de ce qui relie tous ces acteurs. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Et pour celles et ceux qui veulent continuer à suivre ces dynamiques, rappelons que cette analyse a été générée grâce à Stylo News. Tout à fait. Stylo News, c'est une application disponible sur mobile et sur le web. Elle permet de créer ses propres bulletins d'information personnalisés, un peu comme le ferait une agence de renseignement, en puisant dans des centaines de sources et sur la plateforme X. Pour recevoir vos propres bulletins d'information à la demande, alimentés par l'IA, il suffit de vous abonner à Stylo News sur le site www.stylonews.com. Voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Un grand merci de nous avoir écoutés. Si certains sujets vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à nous les suggérer pour de futures explorations. Et bien sûr, vous pouvez suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt!